Donc moi je vous dis bienvenue à ce deuxième rendez-vous du CUE sur la thématique de l'habitat. Et nous avons donc choisi la maison économe et je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce thème. Donc autrefois, et ça pendant plusieurs siècles, on construisait local. Les gens s'installaient dans leur village à proximité d'un site qu'ils connaissaient très bien. Ils en connaissaient le contexte, le climat et ils construisaient leur maison en fonction des éléments, comme le vent, la pluie ou le soleil. Dès le 19e siècle, au 20e siècle, l'urbanisme moderne a commencé à dessiner des villes et des lotissements et bâtir des rues. Et les maisons se sont implantées le long des rues, niant tout le principe bioclimatique qui existait dans les constructions anciennes. Toutes ces rues étaient régies par le plan d'occupation des sols, qu'on appelait à l'époque le POS. Et voilà. Et donc les maisons ne s'implantaient pas au sud, ne tenaient pas compte des vents. Donc le CUE a d'ailleurs publié un bulletin en 2009 sur les maisons solaires. Parce qu'au milieu des années 70, certains habitants ont commencé à prendre conscience de ces problèmes d'énergie et avoir surtout des petits besoins d'autonomie. Être autonome dans sa maison, être autosuffisant. Donc on a commencé à construire des maisons solaires et à reprendre le principe du bioclimatique. Mais c'est resté relativement marginal jusqu'aux années 2000. Donc le bulletin que nous avons publié en 2009 relate un petit peu toute cette histoire des maisons solaires au développement durable. Alors le bulletin aujourd'hui il n'est plus disponible, mais vous pouvez toujours le télécharger sur le site internet. Petit à petit, de nouvelles règles de plus en plus exigeantes ont été mises en place. De la RT 1974 à la RT 2012, les règles se sont imposées comme des vraiment normes de construction. Et la notion de développement durable a fait son apparition dans les années 90, remettant en cause la consommation des ressources. Ce qui a permis à certaines personnes de s'impliquer dans des nouvelles expérimentations qui ont commencé à émerger et reprendre de nouveau les principes bioclimatiques. Même si c'était la base de la construction autrefois, il faut toujours rappeler les principes de la construction bioclimatique. Et maintenant, c'est devenu presque une norme. Alors l'intérêt de la construction bioclimatique, c'est que ça apporte un confort intérieur accru. Ça prend en compte les apports solaires qui ont été niés pendant de nombreuses années. Pendant toutes les années 80-90, on avait des immeubles de construction avec des toutes petites fenêtres. C'était vraiment le principe de l'économie d'énergie qui était le plus fort. Et donc, il n'y avait plus de vue depuis les logements, plus de confort, etc. Pour accompagner les projets de ces nouvelles expérimentations, le CUE a publié en 2013 un document qui s'appelle « Construire sa maison dans une démarche de développement durable ». Donc ce document, il est à disposition sur la table d'accueil. Il est aussi téléchargeable sur le site. Il ne faut pas trop regarder dedans les textes qui parlent des normes parce que ça évolue beaucoup. En 2013, maintenant on est en 2017, mais les principes bioclimatiques sont assez clairs et bien exprimés. Toujours avec la volonté d'expérimenter, d'aller plus loin dans le principe d'éco-conception, on a des expériences dans les pays du Nord et les architectes, avec leurs maîtres d'ouvrage, commencent maintenant à essayer d'imiter les principes des pays du Nord. Et donc on a des maisons BBC, Passive House, plus c'est moins, et c'est ce que nous allons voir lors de la conférence. Donc ce qui est important dans ce que nous essayons de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a la base, il y a la règle, et puis il y a les expérimentations. Et ce sont ces expérimentations, cette volonté particulière qu'on va essayer d'affirmer ce soir, parce qu'il faut quand même beaucoup de volonté pour aller beaucoup plus loin dans les normes aujourd'hui. Donc nous avons choisi de vous présenter ce soir quelques réalisations à travers un film. C'est la maison à Brissac-Quincé, en Maine-et-Loire, qui a été réalisée par l'agence BLR de Tours, avec Golven Le Potier de Savenay. Donc c'est un film qu'on a récupéré sur France 5, mais qui est très expressif et qui montre bien
le principe de la conception et la volonté des maîtres d'ouvrage dans cette réalisation. Et puis après, nous verrons la conférence de John Bèze, qui est architecte à Tectolab, et qui nous montrera comment il réalise avec ses clients des maisons passives. Nous avons préparé une bibliographie que vous retrouverez dans le DocWest, et donc le DocWest dont Delphine a parlé tout à l'heure, et sur le site internet. Et puis plus tard, nous entendrons Hugues Delplanque, qui est chargé d'opération et responsable du pôle énergie et environnement, qui nous montrera comment un aménageur peut aussi, par sa volonté, inscrire ses démarches et faciliter la réalisation de nouveaux projets dans un nouveau quartier. Le premier slide, je vais faire un petit peu d'étymologie pour vous expliquer la provenance du nom de l'agence Tectolab. Donc Tecto, on a récupéré la fin du mot architecte, construire, et lab, c'est pour dire qu'on fait un peu un laboratoire de solutions constructives pour une architecture durable. Donc je me présente, moi c'est John de Bèze. Je vais très rapidement prendre quelques dates clés sur le CV. Donc je suis originaire de Bruxelles, j'ai fait mes études à Bruxelles et travaillé jusqu'en 2006 dans des grosses agences. Donc j'ai fait un peu le parcours inverse des architectes. J'ai commencé sur des très gros projets pour finalement revenir à mes premières amours, la maison individuelle. Donc quelques jalons, 2006 arrivé à Nantes, 2011 je construis ma propre maison, maison passive, donc j'habite depuis 6 ans dans une maison passive, j'expérimente le concept. En 2013 je valide ça par une formation auprès de la Maison Passive France, donc pour devenir concepteur européen certifié, et je crée l'agence Tectolab en 2014. Donc Tectolab aujourd'hui travaille principalement sur des bâtiments BBC ou passifs, principalement au niveau de la maison individuelle, mais également en tertiaire. Donc pourquoi avoir choisi cette démarche? Je pourrais l'expliquer en disant qu'à un moment où l'intérêt partagé pour l'environnement embrasse un champ très vaste et recouvre parfois des démarches qui sont difficiles à cerner, bioclimatique, développement durable, HQE, écologie. Je préfère porter mon énergie sur la construction passive parce que les performances sont quantifiables. On va construire des bâtiments aujourd'hui qui sont durables, mais on va pouvoir estimer le gain qu'on apporte réellement au niveau énergétique. Donc en guise d'introduction, on va voir ce que c'est un bâtiment passif et on va comprendre pourquoi il faut porter en tant que concepteur beaucoup d'énergie du côté de la solution pour éviter d'en avoir du côté du problème. Alors le problème, justement, on va essayer de le parcourir rapidement, ce problème. Bon, et soyons clairs, le problème, il n'est pas architectural, il est avant tout énergétique. Donc, on connaît tous l'état de la planète. Les énergies fossiles et fossiles ne sont pas renouvelables. Les réserves de charbon et de pétrole sont considérables, et leur exploitation est de plus en plus chère et risquée. Et de plus, elles provoquent 85% du réchauffement climatique. Donc, les scientifiques, aujourd'hui, estiment que les émissions de CO2 ont dépassé les limites acceptables pour la planète. Donc le GIEC, le groupement international d'experts pour le climat, considère qu'il faudra réduire ces émissions de 85% d'ici 2050. Donc pour réduire ces émissions, il y a différents scénarios qui ont été mis au point par des instituts scientifiques. Des études montrent aujourd'hui que l'Europe peut se convertir à une économie alimentée à 100% en énergie renouvelable en faisant ce qu'on appelle la transition énergétique. Cette transition énergétique, elle nous appelle à transformer radicalement les filières industrielles, l'aménagement du territoire, les typologies architecturales et les traditions constructives. Donc les chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est que 40% des émissions de CO2 sont dues aux bâtiments. Enfin, les bâtiments consomment 40% de l'énergie primaire et sont un élément clé de la solution. Ce qu'on voit sur ces petits graphiques, c'est que le pic d'énergie fossile étant atteint, si on continue à avoir des consommations comme nous avons aujourd'hui, il va falloir vraiment les combler par des énergies renouvelables. Or,
les différents scénarios montrent que parmi ces énergies renouvelables, il faudra atteindre 50% d'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique est vraiment une notion clé pour réussir cette transition énergétique et écologique. Donc du graphique précédent découle le scénario et le logo d'une association qui s'appelle Négawatt. Donc le watt étant une unité de puissance, le négawatt signifie une puissance en moins, c'est-à-dire la puissance qu'on va économiser en changeant de technologie ou de comportement. Donc c'est une notion qui a été développée par un Américain, Amory Lovins, qui imaginait un marché secondaire destiné à réduire l'écart entre le coût de la production et celui d'économiser une certaine quantité d'énergie. Donc pour mettre les choses dans l'ordre, il faut d'abord assurer la sobriété, l'efficacité et ensuite les renouvelables. Donc par sobriété, on entend ce qui consiste à réduire ses besoins en énergie en modifiant ses habitudes et ses pratiques. Donc ça consiste par exemple à se chauffer à 19 degrés au lieu de 20 degrés ou utiliser le vélo plutôt que la voiture pour se déplacer. L'efficacité énergétique, quant à elle, consiste plutôt à réduire la consommation des équipements sans qu'on ait à modifier ces pratiques. Par exemple, en améliorant l'isolation thermique des bâtiments ou l'aérodynamisme des véhicules, etc. Donc l'association Négawatt existe en France, en Suisse et dans différents pays d'Europe et vise une feuille de route jusqu'en 2050 dans laquelle on divise par 3 les besoins en énergie primaire. Pour arriver à ça, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est un petit peu revoir les légendes et les traditions et légendes en faisant par exemple les 3 petits cochons 2.0. Ça fait fortement une influence très forte sur l'inconscient en ce qui concerne le bâtiment. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on veut améliorer un bâtiment, ce n'est pas une machine ou un capteur solaire. L'approche passive va se fonder non sur une technologie rapportée, mais sur le potentiel intrinsèque d'une construction qui est destinée à être habitée. Donc la conservation de l'énergie, l'implantation, les matériaux, les parois. Bref, c'est tout un vocabulaire qui parle aux constructeurs. Et on va finalement apporter au bâtiment, ce que j'aime dire, c'est qu'on lui apporte une nouvelle compétence. On lui apporte une compétence énergétique aux traditionnelles qualités de robustesse, de fonctionnalité ou de spatialité qu'on demande à un bâtiment. Cette compétence, on l'a définie dès le départ quand on conçoit un bâtiment. Elle va être structurelle, fonctionnelle, énergétique. Finalement, en tant que concepteur, c'est ça qu'on détermine au départ, plus que la fonctionnalité réelle qui peut évoluer au cours du temps et au fur et à mesure des usages, qui va dépendre des usagers principalement. De l'identité du bâtiment ou sa valeur, elle tient à l'histoire et au marché, elle va aussi évoluer sur sa durée de vie. En revanche, cette compétence énergétique, les compétences qu'on va donner au bâtiment initialement, elles lui sont irrévocablement assignées à la conception une fois pour toutes. L'orientation, la compacité, les matériaux utilisés, etc. On ne va pas revenir dessus, ce sera beaucoup trop coûteux a posteriori. Donc cette approche, finalement, vise à donner des bâtiments qui sont à la fois efficaces, parce que très isolés, et également résilients, parce que moins dépendants des équipements. Donc je ne sais pas si vous arrivez tous à lire la petite histoire, la petite fable. Il va falloir que je fasse le sous-titre alors. Donc le premier petit cochon quitte sa maison, qui lui coûte une fortune en chauffage et qui épuise les ressources de la planète. Hein, c'est une maison des années 50, 60, 70, ou tout ce qu'on veut. Il va chez son frère qui, lui, a fait une maison bourrée de bidules. Comme il dit, viens, je t'emmène, on va chez Passif, ta maison, on dirait un laboratoire de bidules à produire de l'énergie verte. Et ils arrivent chez le dernier frère qui, lui, a sa maison passive, donc 30 cm d'isolant, triple vitrage. Et ils se disent, oh, ça n'a pas l'air bien compliqué, tu as même la télé, oui, c'est mon seul chauffage. Finalement, on va faire un petit rapide survol historique. Des bâtiments compétents, c'est un peu le fil rouge de l'histoire de l'architecture. Hein. C'est un serpent de mer qui revient à chaque crise énergétique. Par exemple, en Islande, au XVIIIe siècle, il y a eu des crises de bois de chauffage. Les habitants ont cherché à faire des habitats très efficaces
ancré dans le paysage et recouvert de terre et de végétation à la manière d'une toiture végétalisée pour s'isoler au maximum. L'image là en bas, ce sont les pionniers au Nebraska. Pareil, vu l'affluence de pionniers en Amérique du Nord, à un moment plus assez de bois pour se chauffer, on a fait des maisons conçues avec de la paille et isolées avec de la paille. Alors, pour la petite histoire aussi, la première maison paille, on parle souvent de maison paille aujourd'hui quand on parle de maison écologique. Il existe une maison isothermique qui s'appelle la maison feuillette et non fleurette, comme c'est écrit avec une erreur là, qui est composée d'une ossature bois et d'isolation paille. Et cette maison a été construite en 1921 et est toujours debout. Elle a été rénovée en 2011, donc 90 ans après seulement. Donc là, il n'y a pas beaucoup de commentaires parce que c'est un des maîtres de l'architecture, c'est Frank Lloyd Wright. Donc en 1944, des maisons entièrement tournées vers le soleil. Et on a vu dans les années 35, en fait, avec l'invention du double vitrage aux États-Unis, la popularisation de maisons solaires appelées les solar homes. Donc on voit que c'est des notions qui sont quand même très anciennes et très présentes dans l'architecture. Arrivent les années, le premier choc pétrolier avec 1973, où là on a l'ère de la chasse anti-gaspi, on a vraiment les premières grandes campagnes qui visent à chercher à faire des économies d'énergie, et en se concentrant sur une des principales causes des gaspilles d'énergie, le chauffage des ménages. Donc on a cherché à réduire la principale consommation d'énergie des ménages, le chauffage. En 1980, il y a des réseaux comme le Passive and Low Energy Architecture, qui sont des réseaux internationaux de scientifiques et qui font des congrès annuellement dans le monde entier pour s'ouvrir aux questions d'architecture et d'urbanisme durable. Entre-temps, la réflexion progresse sur l'isolation, les ponts thermiques, l'étanchéité, les vitrages, etc. Et des maisons passives et très basse énergie, voire zéro énergie, sont expérimentées en Europe et aux États-Unis. Donc la première maison passive expérimentale a été construite en 1973 au Danemark. Et en Suède et au Danemark, la maison basse énergie, ce qu'on appelle maison basse énergie, qui est l'ancêtre du bâtiment basse consommation, du bâtiment BBC en fait, devient le standard de la construction neuve dès 1985. Donc je pense que le BBC ici, je ne sais pas si quelqu'un connaît la date d'arrivée du BBC. Ça doit être 2005-2006, grosso modo. Ouais, voilà. Donc là, on arrive en 1988, et il y a deux professeurs, les professeurs Adamson et Feist, qui travaillent sur un concept vraiment novateur, la passive house. Leur volonté, en fait, c'est d'éliminer tout système de chauffage conventionnel en confiant l'appoint de chauffage et de rafraîchissement uniquement au système de ventilation du bâtiment. Et donc ils définissent ce qui va donner le standard Passive House par cette phrase qui est vraiment la base du concept. C'est une maison passive est un bâtiment dans lequel le confort thermique, tel que défini par les normes, est réalisé seulement par le réchauffement ou le rafraîchissement de l'air neuf, nécessaire à la qualité de l'air intérieur, sans utilisation d'autres circulations d'air. Ce concept fondamental est validé en 1991 par la construction d'un bâtiment expérimental de 4 logements à Darmstadt. Et ce bâtiment est toujours visitable aujourd'hui. Je pense qu'il a reçu 50 000 visiteurs depuis qu'il a été construit. En parallèle, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y a un programme européen qui s'appelle Cepheus et qui va instrumentaliser plus de 250 bâtiments en Europe. Donc on a des bâtiments qui sont instrumentalisés en Allemagne, en Suède, en Autriche, en Suisse, en France, et dans lesquels on va relever les consommations moyennes pour voir si elles étaient conformes aux prévisions, mais également le ressenti des habitants par rapport aux systèmes qui sont installés. Donc on a des graphiques qui finalement montrent que les consommations, malgré des disparités liées plus au mode de vie, sont conformes à ce qui avait été prévu par le calcul et permettent de valider le moteur de calcul du Passive House qui s'appelle le PHPP. Depuis lors, le standard a été adopté par des villes européennes qui l'ont adapté. Et donc, par exemple, à Bruxelles, toutes les constructions sont passives depuis 2015.
Donc c'est appliqué non seulement aux immeubles d'habitation, mais aux immeubles de bureaux, aux bâtiments tertiaires, à tout type de bâtiments. Donc le label, finalement, il a réussi à prouver qu'on pouvait procurer un gain de confort sans vraie contrainte. Et 25 ans plus tard, il tient ses promesses quant aux consommations réelles qui sont conformes et un confort qui est atteint. Ce qui est intéressant également, c'est que les affectations sont aussi variées que les écritures architecturales. Il y a une base de données qui regroupe tous les bâtiments passifs, on se rend compte qu'il y a vraiment une très grande disparité. Donc pour résumer, le passif, à la fin des années 80, il s'attaque à une problématique énergétique pour vraiment réfléchir comment faire baisser la consommation énergétique du continent. C'est un but, c'est toujours purement énergétique. Les chercheurs qui étaient chargés de ces études constatent une chose, c'est que la construction, le bâtiment représente 45% des consommations énergétiques, mais dans ces 45%, la majeure partie, si on répartit sur les usages, c'est le chauffage qui représente la plus grosse part. Donc c'est à ça qu'ils vont choisir de s'attaquer en le réduisant drastiquement. Ici, pour prouver ça, on a les chiffres de consommation avec les différents usages des bâtiments en France, où le chauffage représente 62% des consommations énergétiques. En dotant un bâtiment aussi, en s'attaquant au chauffage, on s'attaque à ce que, en tant que concepteur ou constructeur, on peut maîtriser. Les autres consommations, elles sont liées aux usages finalement. On va continuer à prendre de l'eau chaude pour se laver, on va continuer à faire de la cuisson, on va continuer à utiliser de l'électricité pour tous les appareils domestiques. Donc on agit là où le levier est le plus important. Donc c'est important, lorsqu'on parle de passif, d'avoir quelques ordres de grandeur en tête. Donc ici je reviens avec une petite roue qui montre la proportion de chauffage par rapport aux autres usages. On se dit, oh, c'est pas grave, en Loire-Atlantique, on est près de l'océan, il fait plus chaud. On est plus haut que la moyenne nationale de 62%. Le chauffage en Loire-Atlantique représente 67% de la consommation énergétique parmi les usages. Donc c'est toujours le plus important. Donc ce qui est amusant de voir sur ce petit graphique, c'est qu'en comparant aux réglementations thermiques qui sont là depuis quelques années, on voit que les réglementations thermiques, en partant de la RT 2005, en allant à la RT 2012 et en allant jusqu'au passif, on s'est attaqué vraiment à la consommation de chauffage. Pour donner une ordre de grandeur, un bâtiment passif divise par 10 le besoin de chauffage d'un bâtiment traditionnel et par 3 ou 4 le besoin de chauffage d'un bâtiment BBC ou RT 2012. Alors on m'a demandé de faire un petit survol rapide des labels énergétiques. Alors on pourrait y passer la soirée parce que si on veut tous les remettre sur un pied d'égalité, c'est d'une complexité folle. Parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes mètres carrés, ils n'utilisent pas les mêmes données, ni les mêmes critères. Mais ce que je vais tenter d'expliquer, c'est qu'ils découlent tous finalement de la même directive européenne, qui est la directive sur la performance énergétique des bâtiments, et qui a été éditée pour la première fois en 2002, en visant à la fois la construction neuve et la réhabilitation. Elle a été refondue en 2010 pour être transposée en directive, pour être transposée en réglementation énergétique dans les différents pays membres. Et ce qu'elle demande, en fait, cette directive, c'est qu'on adopte une méthode de calcul harmonisée sur la performance énergétique des bâtiments, qu'on calcule des niveaux optimaux en fonction des exigences minimales en matière de performance énergétique. Et sur la dernière but ambitieux qui est reporté à 2020, mais 2020 c'est aujourd'hui, c'est qu'on doit être à des bâtiments quasiment zéro énergie en 2020. Donc des Near Zero Energy Building ou Zen Zero Energy, c'est pas trop. Donc toutes les réglementations thermiques qui existent aujourd'hui, donc RT 2005, ça date de 2005, 2012, on y est, c'est la réglementation actuelle. Ensuite, on a Effinergie et BPOS. Toutes ces réglementations, finalement, se basent sur les mêmes types de calculs et sur la même directive européenne. Et ce qui serait intéressant, c'est de les mettre sur la même base de calcul pour pouvoir les comparer. Donc là, elles sont échelonnées sur uniquement le critère du besoin de chauffage.
Mais ce qui est intéressant sur un bâtiment, c'est également d'avoir la consommation tout poste confondu. La slide précédente, on était en énergie finale, donc l'énergie qui est consommée au compteur, et ici on va plutôt raisonner en termes d'énergie primaire. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît la différence entre énergie finale et énergie primaire. Pour résumer, l'énergie finale, c'est l'énergie que vous avez à l'arrivée dans la maison qui va être réellement consommée au compteur. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui était nécessaire à produire l'énergie qui vous arrive, donc qui tient compte de toutes les pertes. Le gaz, l'énergie primaire équivaut à l'énergie finale. Si on prend l'électricité, toutes les pertes dues au transport, à la perte de chaleur des centrales, etc., fait qu'on a besoin de 2 à 3 fois plus d'énergie primaire ou de kilowattheure pour faire un kilowattheure consommé en énergie finale. J'espère que j'étais clair. Mais... Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, on parle pas mal de bâtiments à énergie positive, et que le bâtiment d'énergie positive, si on est à un niveau où on est très bas en consommation d'énergie, on a très peu de consommation à compenser par de la production d'énergie, on arrivera d'autant plus aisément qu'on est sur l'étiquette la plus haute à produire un petit peu d'énergie renouvelable pour compenser et être positif. Sans pour cela aller amenuiser les ressources en matériaux qui sont nécessaires à produire du renouvelable, par exemple du photovoltaïque. Le standard passif, c'est une assurance qualité qui est basée sur des chiffres. Tous ces chiffres, ils ont une signification. Je ne vais pas m'attarder sur les différents critères et vous noyer de chiffres. Ce qui compte, c'est de retenir, le plus connu, c'est ce 15 kWh par mètre carré par an, qui caractérise principalement le besoin de chauffage. Et on a un besoin en énergie primaire qui est assez large, qui pourrait être revu plus bas à 120 kWh par mètre carré par an. Toutes les premières données ici sont validées par le calcul et on a une valeur qui est le résultat d'un test d'infiltrométrie qui est une validation du bâtiment sur le chantier. On va faire des mesures sur le chantier pour valider la performance du bâtiment. Ce qui est intéressant, c'est que depuis son existence, donc sa création vers 1990, le label Passivhaus s'est répandu un peu partout dans le monde. Donc il y a des instituts de la maison passive à New York, dans le Maine, en Nouvelle-Zélande, en Asie, avec une base de données qui est mondiale et qui permet finalement de comparer les solutions constructives sur un même référentiel. C'est là que c'est intéressant. Donc on considère qu'il y a 50 000 bâtiments passifs environ dans le monde aujourd'hui. Donc ce qui fait de loin le premier label en thermique. En France, on recense 2000 bâtiments passifs, dont 200 ont reçu une certification. Il faut savoir que la certification n'est pas forcément obligatoire, elle n'est pas forcément automatique. Donc là, la carte qui va être intéressante, c'est qu'au début, les bâtiments passifs ont surtout été présents dans les parties froides du pays, principalement dans l'Est et dans le nord de la France. Mais je suis sûr que votre regard se porte sur la partie qui nous concerne et on voit qu'il y a pas mal de points également, notamment autour des grandes métropoles. Donc Rennes a fait un nouveau plan local de l'habitat, un plan quinquennal qui exige aujourd'hui qu'un bâtiment passif soit construit pour toute opération d'aménagement comportant plusieurs bâtiments. Donc on a une vraie dynamique là avec quelques très beaux exemples d'architecture. Alors Nantes, on n'est pas en reste, vu qu'il y a l'écoquartier de la Fleurier qui est en phase de devenir la plus grande opération de logement certifié passif en France, voire même en Europe, ça on le verra. Là, la démarche est intéressante, c'est que tous les bâtiments, on leur a demandé d'être certifiés passifs pour faire aussi un des premiers quartiers à énergie positive. Donc tous les bâtiments produisent de l'énergie et cette énergie est réutilisée à l'échelle du quartier en fonction des différents usages. On a mixé des fonctions à la fois habitat, tertiaire, pour utiliser au mieux les ressources qui sont produites. Mais ça, Hugues Delplanque vous en parlera mieux que moi à la fin de l'exposé. Donc une maison passive, finalement, il y a des objectifs à atteindre qui sont chiffrés, mais qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? C'est du confort avec une enveloppe qui est performante. Pour ça, on va s'attaquer à des notions de confort qui sont physiologiques. Notre confort, il va être lié à 3 grands facteurs qui sont la température des parois. Si on est dans une pièce chauffée à 20 degrés sur le premier schéma,
mais qu'on a des parois à 10, on va avoir un ressenti de température qui va être de l'ordre de 15 degrés. Alors que si on se trouve dans un bâtiment avec une température intérieure de 20 degrés, avec des températures de parois à 18 degrés, on va pouvoir s'offrir le luxe de baisser le chauffage complètement et de même diminuer la température de consigne. On aura toujours une sensation de confort très importante. La deuxième caractéristique qui est importante, c'est le taux d'humidité dans l'air. Il faut toujours essayer d'avoir une humidité relative, donc un taux d'hygrométrie qui est compris entre 35 et 60% idéalement. Donc ça, c'est la perspiration des murs et la ventilation performante qui sont les clés de ce résultat. Et enfin, il faut éviter les mouvements d'air. Et là, c'est l'étanchéité à l'air et la ventilation bien réglée qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Donc au niveau de la conception, on a une approche vraiment différente de ce qui s'est toujours fait. En tant que concepteur en maison passive, on se dit chauffer, c'est la compensation permanente des erreurs de conception et de réalisation. Alors qu'en bâtiment classique, on dimensionne une installation de chauffage, on fait un coefficient x3 pour être sûr que ça marche et évoque la galère. En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc le fait d'être très isolé, et ça permet, je ne sais pas si vous savez lire les dernières images ou pas, non? Non. Donc les premiers, en gros, ils sont dans la caverne ou dans le château, ils sont en train de se dire « ça caille, mais plus de bûches ». Et le dernier, ils sont à moitié à poil sur le lit, en train de se dire « ça c'est isolé » et madame dit « éteins l'ampoule, j'ai trop chaud ». Ce qui est vrai, parce que si on prend les ordres de grandeur, les 10 watts par mètre carré, si on prend une chambre de 3 par 5, une chambre de 15 mètres carrés, on va avoir besoin de 150 watts pour la chauffer. 150 watts, on essaie d'imaginer, ça fait 2 ampoules à incandescence de 75 watts. Donc en ordre de grandeur, on voit à quel point on diminue les puissances. Donc atteindre le standard passif, c'est également possible en rénovation. C'est pour ça qu'il y a Par contre, c'est assez difficile, parce qu'on s'aperçoit que ça peut quand même revenir rapidement très cher. Et c'est pour ça qu'on a décliné le standard passif sous une forme qui s'appelle Enerfit, et qui est plutôt conçu comme un guide des bonnes pratiques pour atteindre un niveau de rénovation à très haute performance. Et donc les critères sont un peu moins exigeants pour le passif. Donc on demande 25 kWh par mètre carré en besoin de chauffage et un résultat de test étanchéité à l'air qui est un peu plus permissif. Donc il y a une devinette sur l'image thermographique d'une rue avec des maisons en bande. Il y a une maison qui a été rénovée au niveau passif. Vous trouvez laquelle? Alors maintenant, concrètement, comment on peut atteindre ce niveau, ce standard constructivement? Donc, il n'y a pas d'imposition formelle, ni matérielle ou esthétique. C'est ça qui rend le passif séduisant. C'est qu'on a une obligation de résultat. Après, libre au concepteur d'arriver à ce résultat par les moyens qu'il juge les plus opportuns. Ça fonctionne uniquement sur une base de calcul et c'est nettement moins contraignant, par exemple, que certaines règles urbanistiques en vigueur. Donc, on peut dire qu'une grande baie vitrée au nord aura une incidence sur les besoins de chauffage et sera plus défavorable, mais on pourra la compenser par un matériau plus isolant, une isolation de toiture plus épaisse ou une ventilation double flux plus performante. Hein, donc ici, je ne vais pas proposer des recettes, mais plutôt focaliser, lister les points d'attention et les stratégies qui sont à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs finalement de diviser par 10 les besoins de chauffage. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pour concevoir un bâtiment qui vise le low-tech, finalement, il n'est pas possible de reléguer le confort aux équipements techniques. Hein, le confort du bâtiment, il est intimement lié à sa constitution physique. Et donc la bonne coordination entre l'architecte, le bureau d'études et les entreprises, ce sera garante de la réussite du projet. Ces grands principes, je vais les balayer assez rapidement. Donc c'est isoler de façon optimale, privilégier les gains de chaleur passive, soigner la ventilation avec une récupération de chaleur, limiter les pertes de chaleur par l'étanchéité à l'air du bâtiment,
Et enfin, utiliser des appareils ménagers efficients parce que la globalité, le résultat en énergie primaire va se focaliser sur tous les usages, à la fois domestiques. Et enfin, penser à mettre des énergies renouvelables. Donc la conception bioclimatique, elle va être différente suivant qu'on est dans des pays du Sud ou des pays du Nord. Les pays du Nord vont privilégier les stratégies d'hiver, les pays du Sud les stratégies d'été. Ici, on est dans un climat tempéré et on va avoir une double approche pour le bioclimatique. On va avoir 4 stratégies en hiver. On va chercher à capter le rayonnement solaire par l'orientation des plants, les ouvertures, la qualité des vitrages, etc. On va conserver cette chaleur par l'isolation des parois, l'isolation et la compacité. On va ensuite distribuer cette chaleur dans l'espace grâce à une conception fluide du plan, et en hiver par la ventilation mécanique et son échangeur. Et enfin, on va stocker la chaleur grâce à des matériaux à forte inertie ou sur des bâtiments plus importants à l'aide d'installations techniques style ballon d'eau chaude ou autre. Les 5 stratégies estivales. On a une même stratégie qui va nous protéger de la chaleur par les mêmes dispositifs qu'en hiver. Donc l'isolation, l'étanchéité à l'air, elles vont nous protéger de la chaleur autant qu'elles nous protègent en été, autant qu'elles nous protègent du froid en hiver. On va essayer de se couper des apports solaires, donc ombrer les vitrages exposés et réguler l'isolation réelle en fonction du site et des protections solaires. On va travailler parfois avec des débords de toiture au sud, parfois avec des dispositifs mobiles qui dépendent de l'usager, avec des brises-soleil par exemple. Il y a plein d'autres dispositifs, on l'a vu dans la vidéo précédente. On va minimiser les apports internes pour réduire les sources inutiles de chaleur. Donc on va faire moins de raclette en été et plus de barbecue, ce qui est un usage courant qui permet de minimiser les apports internes. Et enfin, pour des bâtiments nouveaux plus importants, on peut avoir des stratégies de refroidissement aussi qui peuvent utiliser l'évaporation de l'eau par exemple, avec des échangeurs adiabatiques ou des puits canadiens, ou l'évapotranspiration des végétaux également qui permettent de rafraîchir une maison passive. Il faut savoir c'est qu'en été, vu que l'enveloppe est très isolante, on aura parfois tendance à on va plutôt avoir intérêt à fermer les fenêtres pour se protéger de la chaleur et les ouvrir uniquement la nuit pour faire du rafraîchissement nocturne, comme dans n'importe quelle maison en fait. Après, pour limiter les déperditions par transmission des parois, on va isoler de manière optimale. Donc on va pouvoir tirer parti de la compacité. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui interviennent en fait sur l'isolation, la transmission par les parois. Il y a les caractéristiques de la zone climatique, mais bon ça, on ne va pas pouvoir intervenir dessus. Le contexte dans lequel se situe la paroi, soit qu'elle est en contact avec l'extérieur, soit elle est mitoyenne, soit elle est en contact avec le sol. Et enfin, la performance de cette paroi qui est une variable en fonction de l'isolation qu'on met dans cette paroi. Donc la compacité, qu'on voyait sur le slide précédent, ce n'est pas un objectif en soi. Il faut vraiment... ça va permettre de diminuer les coûts, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'habitabilité, de l'éclairement des locaux ou de l'intégration au site. Ce n'est pas une obligation, c'est une variable d'ajustement. Après, pour arriver aux valeurs recommandées de performance thermique d'une paroi, donc, on appelle ça U, c'est le coefficient de transmission thermique de chaleur que laisse s'échapper la paroi par mètre carré. On a différentes stratégies et on n'a aucune imposition en ce qui concerne les matériaux. Donc tous les murs ici qu'on voit, toutes les compositions de parois ont la même isolation, mais sont conçues avec des systèmes constructifs différents. Par contre, ce qui importe, c'est que toutes les parois atteignent cette valeur, ce coefficient inférieur à 0,15. À la fois les planchers, les murs et les toitures. Donc l'efficacité thermique, elle est dictée par la nature du matériau, c'est une donnée intrinsèque au matériau. Et pour arriver par exemple à une paroi qui a un U de 0,13, on peut pouvoir le faire comme à gauche avec un mur ossature bois, ou comme au milieu avec un mur en parpaing isolé par l'extérieur avec 25 cm d'isolant, ou un mur en béton cellulaire qui est plus isolant,
et qui n'aura besoin que de 18 cm de laine de roche en paroi extérieure. Ce qui va dicter les choix constructifs, finalement, c'est plus des questions d'épaisseur. On a 3 grands systèmes d'isolation, en fait. Et on a soit l'isolation par l'extérieur ou ITE, où l'isolant est placé à l'extérieur de la structure. On a soit de l'isolation répartie, où l'isolant, comme l'ossature bois, est placé dans l'épaisseur de la structure, ou l'isolation par l'intérieur, qui n'est pas illustrée ici, et qui, à mon sens, a de place que lorsqu'on fait de la rénovation avec des façades qui doivent être préservées. Ou sinon, on va voir que ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Et là, je fais une brève parenthèse pour dire, voilà, les systèmes constructifs, on arrive finalement tous au même résultat. En revanche, on n'a pas les mêmes impacts de consommation d'énergie sur la construction. Il y a certes l'énergie qui va être consommée par le bâtiment pendant son usage, pendant les 30 ans ou plus que durer l'usage. Par contre, on aura mis en place ce qu'on appelle de l'énergie grise pour construire le bâtiment. Et on voit sur le graphique ici, je me base sur une étude qui a été réalisée par Habitat sur un bâtiment type. Après, il faut prendre ces études avec vraiment des pincettes, parce qu'elles sont très sensibles à n'importe quelle donnée. Il y a tellement de données, à un moment qu'on introduit plein de données dans une équation, on peut faire un peu dire ce qu'on veut à cette équation. Donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que entre un bâtiment basse consommation conventionnel et un bâtiment passif conventionnel, on avait certes plus d'énergie grise pour construire le bâtiment, mais au final, on était quand même plus bénéfique. Au bout de 30 ans, on a dépensé moins d'énergie. Si on prend ça sous l'angle des émissions de CO2, c'est déjà moins flagrant. Et on va pouvoir regarder également, après, comparer avec des bâtiments BBC écologiques ou des bâtiments passifs écologiques. Et ce dont on va se rendre compte, c'est que le bâtiment BBC écologique est quasiment plus économe que le bâtiment passif construit de manière conventionnelle. Donc moi, quand je parle de conventionnel, c'est des murs en béton avec des isolants issus de la pétrochimie. Quand je parle de bâtiments écologiques, ça va plutôt être des bâtiments en bois avec des isolants naturels. Après, il faut être pragmatique. Un maître d'ouvrage qui veut construire en conventionnel, il passera difficilement au bâtiment écologique. Donc ce sera toujours mieux s'il construit un bâtiment passif conventionnel qu'un bâtiment BBC conventionnel. Après, si on veut faire l'effort de construire écologique, on n'est peut-être pas obligé de toujours aller si loin, quoique l'optimum est de toute façon le bâtiment passif écologique. Aujourd'hui, la future réglementation RT 2020 s'oriente vers un nouveau label qui est en cours d'expérimentation, qui s'appelle le label E+, C-, donc pour énergie positive et moins de carbone. C'est en cours d'expérimentation et ça nécessitera une prochaine conférence avec des gens qui sont mieux formés que moi pour en parler. Et on n'a pas le temps aujourd'hui. Donc je vais revenir à mes moutons. On avait vu l'isolation renforcée, on va voir ce que c'est le zéro pont thermique. Donc un pont thermique, c'est pas un joli pont plein de neige. Je vais tâcher d'expliquer ça rapidement. Un pont thermique, ça représente une rupture dans une paroi isolante. Donc si on prend la maison filmée à la caméra thermographique, on voit où se situent les pertes de chaleur. C'est par les fenêtres. Et lorsqu'on est en isolation par l'intérieur, l'accrochage de la dalle à la structure fait un joli ruban rouge par lequel s'échappent toutes les calories. En passif, on cherche vraiment à faire du zéro pont thermique. On va identifier tous ces ponts thermiques qui peuvent être soit linéaires, soit ponctuels, et on va les identifier sur une coupe en fait, et en plan sur le bâtiment. Donc là, il y a une règle en conception, c'est que chaque fois quand on suit le contour du bâtiment, chaque fois qu'on doit lever son crayon, on ne peut pas lever son crayon. L'isolation doit être continue, le tracé de l'isolation doit être continu. Chaque fois qu'on a une rupture, on va travailler le pont thermique pour le limiter au maximum. Le but, c'est vraiment d'arriver à zéro pont thermique. Donc pour supprimer les balcons filants, par exemple, qui sont vraiment des radiateurs inversés,
Sur des bâtiments collectifs, on a tendance à faire des structures séparées pour dissocier complètement la structure des balcons de l'enveloppe thermique du bâtiment, ce qui permet de limiter, de réduire à zéro les ponts thermiques. Donc ça nécessite une production de détails plus importante. Après, ça permet de faire des détails qui ont des jolies couleurs. On va travailler les détails avec des isothermes et voir qu'on n'a pas de points froids dans les parois. Et je vais un petit peu accélérer la cadence et vous parler des fenêtres pour les maisons passives. C'est un des éléments clés également d'une maison passive, la fenêtre. C'est un des composants les plus intéressants. Donc les ouvertures, c'est vraiment les points faibles dans l'isolation. C'est l'entrée du soleil, l'entrée de la lumière. C'est primordial pour la vie, mais c'est vraiment un gros point de déperdition. C'est pour ça qu'en conception passive, on va travailler avec des très très bonnes menuiseries. Et on va demander aux fabricants de nous donner tout un tas de caractéristiques qui ne figurent pas dans leur catalogue, dans leur plaquette commerciale en général, pour pouvoir au mieux calculer les apports et les pertes des menuiseries. On verra finalement sur un bilan global qu'on peut avoir plus d'apports solaires avec des bonnes menuiseries que de pertes par leurs mauvais résultats. Hein. Il faut savoir qu'une fenêtre est toujours 5 à 8 fois moins isolante qu'une paroi opaque. Donc c'est une source de déperdition, mais également une source de chaleur. Ça va permettre de chauffer le bâtiment avec les apports gratuits. Pareil, pour ce qui concerne la mise en œuvre, on peut mettre les meilleures fenêtres qui soient. Il faut les mettre en œuvre sans pont thermique, donc de préférence dans la continuité de l'isolant pour être sûr qu'elles remplissent leur fonction. Ensuite, il y a une notion qui est vraiment importante, c'est l'étanchéité à l'air. Donc on a vu qu'on avait mis un pull sur le bâtiment. Si vous vous promenez le long de la plage avec un pull, vous allez rapidement vous rendre compte que sans coupe-vent, l'isolation, ça ne sert pas à grand-chose. Ici, c'est vraiment pareil. Si on considère 1 mètre carré de paroi isolée avec 14 cm de laine de roche, si on fait une fente de 1 mm de large sur 1 mètre de long sur ce mètre carré, on va provoquer autant de déperdition que si l'épaisseur de l'isolant n'était plus que de 3 cm. Hein, donc une fuite ridicule finalement dans 1 mètre carré de paroi va diminuer d'un facteur 5 la performance de l'enveloppe. Donc jusqu'à récemment, c'était des termes qui n'étaient pas très pris en compte dans la construction, et beaucoup de bâtiments aujourd'hui sont des vrais passoires à ce niveau-là. Donc dans le cadre d'un projet, ça nécessite une approche en conception. Pareil, on va matérialiser toute la zone qui est étanche à l'air sur les coupes et les plans et s'assurer qu'elle soit continue dans tous les détails. Et ensuite vérifier que sur chantier, toutes les pénétrations également à travers l'enveloppe soient traitées avec les matériaux adéquats. Et on réalise 2 tests pendant le chantier. Un avant de commencer les parachèvements et un en toute fin de chantier. Donc le test, ce fameux nom N50, ça veut dire qu'on met le bâtiment en surpression et en dépression sous 50 pascal, ce qui équivaut à un vent de 30 à 40 km/h sur le bâtiment. Et ce fameux 0,6, en fait, ça veut dire que sous cette pression ou dépression, le bâtiment, il n'y a pas plus de 60% du volume intérieur du bâtiment qui est remplacé, qui est déplacé. On parle toujours avec des ordres de grandeur plus imagés. Grosso modo, si on fait un test d'étanchéité à l'air sur une maison classique, on va avoir une fenêtre d'1 mètre par 1 mètre qui laisse passer de l'air. Si on fait la somme de toutes les fuites sur le bâtiment, en BBC, on va considérer qu'on a la face ici de l'ordi. Et si on est sur un bâtiment passif, on va juste avoir l'équivalent de surface de fuite de la pomme. Grosso modo, hein, mais ça représente un peu les ordres de grandeur. Ensuite, pour avoir un logement, on a un logement qui est très isolé, très étanche à l'air, et on va vraiment lui donner ce qui est le véritable poumon de la maison. Il convient vraiment de ventiler cet espace pour garantir la qualité de l'air intérieur. Donc ça signifie pour les occupants l'évacuation de toutes les substances nocives,
Et en termes de consommation, même pour un bâtiment passif, ça représente grosso modo 15% des pertes sur le bilan global, des pertes liées à l'aéroïque, malgré qu'on récupère la chaleur. Donc, ce qu'il faut savoir en conception d'un bâtiment, c'est qu'il faudra intégrer tous ces réseaux de ventilation dans l'enveloppe du bâtiment, donc prévoir des faux plafonds plus importants qu'en conception classique. Donc une ventilation double flux, comment ça fonctionne? On va extraire l'air intérieur comme dans une maison classique, et on va avoir une arrivée d'air neuf sur les façades. L'air neuf arrive froid, passe dans un échangeur et récupère toutes les calories de l'air qu'on a extrait pour être pulsé à une température agréable dans l'intérieur sans rafraîchir la maison, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui était high-tech dans une maison passive. C'est ce simple boîtier avec un échangeur à double sens, 2 ventilateurs électriques qui assurent le renouvellement d'air complet de la maison toutes les 2 heures. Donc on a vraiment un air qui est très sain, filtré et qui arrive à une température qui ne rafraîchit pas du tout la maison. Donc il existe aussi des groupes, ce qu'on appelle des groupes compacts. Donc l'air qui est évacué a encore des calories. On peut avoir une petite pompe à chaleur qui reprend ces calories et produit de l'eau chaude par exemple. C'est le dispositif qui a été mis en place sur la deuxième maison passive qu'on va voir dans les exemples. Donc tous les appareils électriques devront avoir une étiquette énergétique la plus performante possible sur tous les usages. Donc là où certains labels se contentent de la ventilation, de l'eau chaude et s'arrête là, ici on va prendre en compte tous les appareils électroménagers également. Tout ce dont je vous ai parlé, finalement, ça arrive à une chose, c'est que le confort thermique dans le bâtiment, il tient à ce que les apports de chaleur compensent les pertes. Donc certains apports de chaleur sont coûteux, le chauffage, ou gratuits, les apports solaires et les apports internes. Donc quand on conçoit un bâtiment avec le PHPP, qu'est-ce qu'on fait? On rentre toutes les données des parois et on fait une colonne qui représente toutes les pertes du bâtiment. Donc ventilation, sol, mur extérieur, toiture, fenêtres. On fait le bilan ensuite des apports gratuits, donc les fenêtres sud, les différentes fenêtres, les gains internes. La différence entre ces 2 colonnes représente le besoin de chauffage qui ne doit pas dépasser cette barre fatidique des 15 kWh. Donc en un schéma, on a résumé en fait toute la démarche. C'est vraiment un outil de conception pour l'architecte, ça peut sembler être un truc d'ingénieur, c'est pas vrai du tout parce que ça permet de valider toutes les options qu'on prend sur le design du bâtiment et de se dire, bah tiens là j'ai mis ma fameuse fenêtre au nord, comment est-ce que ça impacte? Ici c'est une donnée réelle hein, et donc on voit que finalement tous les apports solaires des fenêtres au sud représentent plus de gains que les pertes des fenêtres au sud. Donc de données qui sont parfois abstraites, hein, on dit c'est 70%, c'est relatif. Là on a vraiment des données concrètes pour arriver à ce fameux besoin de chauffage qui est contenu. C'est là que c'est vraiment intéressant. Donc pour l'architecte, la conception passive, ça ne remplace pas du tout la conception architecturale, mais c'est vraiment un outil d'aide, de contrôle et d'aide à la prise de décision. On va pouvoir tester des options, double ou triple vitrage, tel type de menuiserie, avoir un impact à la fois économique et d'économie d'énergie. Donc on va arriver maintenant aux exemples concrets. Donc comment est-ce qu'on vit dans un bâtiment passif? Qu'est-ce qui différencie ces bâtiments? En fait, moi j'habite dans une maison passive depuis 6 ans, donc on se rend compte un peu du comportement et on peut aussi peut-être éliminer certaines idées fausses, quoi. Donc par exemple, il y a toujours une légende, on dit dans un bâtiment passif, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Hein, donc c'est pas vraiment correct. On devrait plutôt dire on peut ne pas y ouvrir les fenêtres. On n'est pas obligé d'ouvrir les fenêtres. En hiver, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir les fenêtres. La ventilation assure un renouvellement d'air qui est largement supérieur à ce que propose une fenêtre lorsqu'elle est ouverte 10 minutes tous les jours. En revanche, dès que la saison de chauffe est terminée, vous ouvrez les fenêtres comme dans n'importe quelle maison. L'avantage de ce type de bâtiment, c'est que c'est beaucoup moins sensible aux variations de température. Dans une enveloppe très isolée, donc les variations de température extérieure vont mettre très longtemps à se faire ressentir. Par contre, on va être plus sensible aux apports gratuits.
Donc dès qu'on a des ciels mitigés avec des passages nuageux, du soleil intermittent, etc., on va finalement beaucoup plus sentir comme si on vivait à l'extérieur un petit peu les changements de météo, quoi. On va être beaucoup plus comme si on vivait à l'extérieur. On va ressentir les éléments, on va se retirer son pull, mettre son pull, parce qu'il y a du soleil ou il n'y a pas de soleil. On va se faire dorer la pilule dans le séjour près de la grande baie vitrée parce qu'il y a du soleil. C'est vraiment, on est plus proche de la nature. C'est vraiment ça qui est assez amusant en fait, quand on s'en rend compte. Donc on va passer la vidéo de monsieur et madame Papin, qui sont des clients et qui expliquent très bien pourquoi ils ont fait appel à, enfin pourquoi ils ont voulu faire un bâtiment passif. Alors nous avons souhaité construire une maison passive avant tout parce que c'est une maison qui est respectueuse du développement durable et c'est, je dirais, une maison économique, une maison confortable, une maison sans entretien. Une maison passive ou bâtiment passif, c'est un bâtiment qui va se concentrer sur le confort d'usage des habitants. Donc il va proposer une température de 20 degrés toute l'année, mais en pouvant se passer d'un système de chauffage conventionnel. Tout ça en exploitant plutôt les apports solaires et les apports internes et en donnant de nouvelles compétences à l'enveloppe du bâtiment. L'enveloppe du bâtiment, par elle-même, va permettre de maintenir une température de 20 degrés de confort dans le bâtiment, été ou hiver. Alors le bois a plusieurs intérêts dans le cadre de cette construction de maison passive. Le premier, c'est qu'on a une rapidité de mise en œuvre puisque la maison elle est montée en une demi-journée pour une maison de 150 mètres carrés. Le deuxième intérêt, c'est qu'on a un matériau de construction qui est extrêmement solide, extrêmement résistant, et tout en ayant des capacités thermiques importantes. Le troisième intérêt, c'est un matériau naturel, un matériau dit biosourcé. Cette maison stocke du carbone et elle en stocke durablement. Alors c'est vrai qu'à notre âge, se lancer dans la construction d'une maison de cette envergure-là, avec ces nouvelles technologies, on va dire, c'était un petit peu considéré comme un projet fou. Et puis en même temps, nos amis nous disent qu'ils nous envient, parce que effectivement, c'est une maison dans laquelle on va avoir un bien vivre, je pense. C'est une maison qui est de plein pied, beaucoup de lumière, qui va être très confortable, parce qu'on a une technique de renouvellement de l'air qui est quand même très importante, une maison qui est très bien isolée. Donc je pense qu'on va bien y vivre, même si effectivement c'est une grosse dépense d'énergie de notre part pour suivre ce projet et pour le mener à bien jusqu'au mois de juin, où on pense rentrer dans notre nouvelle maison. Voilà. Donc vous l'avez vu un petit peu les différentes raisons qui peuvent pousser à faire construire une maison passive. On peut rapidement les résumer, hein. Donc on va avoir un logement qui est plus confortable, à la fois confort thermique mais également acoustique. On a des enveloppes qui sont vraiment très étanches au bruit extérieur. On a un logement qui est plus sain, avec une excellente qualité de l'air extérieur. C'est vraiment un facteur très important. C'est parfois là que le bas blesse un petit peu avec les ventilations sur les bâtiments BBC notamment. Et on a un logement qui est plus économe, hein. On a un investissement dont le coût est maîtrisé et qui sera largement amorti par les économies d'énergie réalisées lorsqu'on raisonne en coût global. On anticipe la réglementation. On a vu sur les petits graphiques tout à l'heure qu'on devenait très vite obsolète entre une maison RT 2005, RT 2012 et RT 2020. À des intervalles d'à peine 7 ans, on a un bâtiment qui devient obsolète alors qu'un bâtiment est là normalement pour durer des dizaines d'années.
Et on augmente la valeur patrimoniale en cas de revente. Aujourd'hui, la valeur verte des bâtiments est prouvée par les études notariales et les études auprès des notaires en France. L'étiquette énergétique du bâtiment commence à vraiment avoir son importance. Et cerise sur le gâteau, on fait une construction écologique qui consomme très peu d'énergie, donc en plus on sauve la planète. Donc, une maison passive est-elle rentable? Bon, je fais des petites études, des petites comparaisons en fait. Moi, j'ai fait des petites comparaisons avec les maisons voisines qui sont chez moi. J'ai comparé sur 2 ans les factures énergétiques et j'ai comparé le coût de construction. Je les ai remis sur les mêmes échelles de mètres carrés. Et donc, je me suis rendu compte qu'en moins de 20 ans, on payait exactement la même chose. Donc, en gros, ce que mon voisin paye à GDF, moi je le paye à la banque pour rembourser mon emprunt sur 20 ans. C'est au coût de l'énergie qui était en 2013, donc là, il y a des chances que ça mette moins de 20 ans avec le coût de l'énergie qui est censé augmenter, mais on voit que les deltas sont vraiment importants, notamment sur le besoin de chauffage. Donc on a des besoins, coût d'électricité, etc. Le voisin est en gaz pour l'eau chaude et le chauffage. Ici, moi, j'ai mon coût de chauffage qui est du bois simplement. Et les coûts d'électricité les coûts d'eau chaude sont intégrés dans les coûts d'électricité. Donc c'est ça qu'on raisonne en coût global, c'est vraiment sur la durée de vie du bâtiment. On voit que c'est tout de suite rentable. Il n'y a aucune différence en fait mensuellement, on paye la même chose. D'un côté, c'est de l'investissement. De l'autre, on investit différemment, disons. Donc je vais vous présenter la maison à Treillères. Donc c'est une maison qui se situe dans la ZAC de Virlou, qui a été achevée en 2012, qui a une surface habitable de 123 mètres carrés et qui a un besoin de chauffage calculé suivant PHPP qui a 17 kWh par mètre carré par an. Bon, vous allez me dire, elle n'est pas passive, elle n'est pas en dessous des 15. Effectivement, elle est presque passive. La maison étant conçue avec une mezzanine et un vide sur séjour, on compte que la surface de plancher qui est réellement construite. Or, on pourrait très bien se dire que ce vide serait comblé un jour, d'ailleurs ce qui est tout à fait possible, la structure est prévue pour. Si on change les mètres carrés, on descend en dessous des 15. Après, ce qui est surtout intéressant à ce niveau-là, c'est que la maison aurait atteint beaucoup plus de performance avec une variante de triple vitrage. Quand moi je l'ai conçue en 2011, les triples vitrages étaient trop chers et on est resté sur une solution de double vitrage. Donc on voit qu'on peut y arriver aussi avec du double vitrage dans le climat dans lequel on se situe ici. Après, c'est plus une question de coût. Il y a quelques années, c'était trop cher. Aujourd'hui, ça devient la différence de prix ne vaut plus la peine. Donc je vais vous parler un petit peu de l'implantation et du pourquoi de la conception de la maison. Donc on est sur une petite parcelle dans la ZAC de Virlou, parcelle de 336 mètres carrés avec le garage y compris au bout d'une impasse. La parcelle, elle est un peu désaxée vers le sud-est et on avait une obligation d'accroche en limite de propriété. Ça veut dire que toute la façade ouest est tout à fait opaque, elle est en limite avec le voisin. Donc on voulait une maison très lumineuse et l'orientation sud-est nous a permis de vitrer vraiment très généreusement la façade côté jardin, ce qui permet d'avoir une luminosité très agréable lorsque le soleil a disparu en milieu d'après-midi l'hiver, d'avoir pas mal de soleil le matin pour réchauffer la maison dès le matin et éviter les surchauffes dues au soleil de l'ouest. Donc la maison, elle est organisée autour d'un petit noyau central qui regroupe les pièces techniques, avec une grande fluidité des espaces. Donc la cuisine communique avec le séjour, qui à son tour communique avec le bureau en mezzanine, et les chambres donnent sur cet espace central. Donc ça favorise également une bonne répartition de la chaleur dans la maison. Le seul moyen de chauffage, donc c'est un chauffage d'appoint en fait, c'est le petit poêle à bois qui suffit à chauffer les 123 mètres carrés, et bien sûr les grandes baies vitrées qui procurent de l'apport solaire dans le séjour. Donc on fait des grandes baies vitrées qui ont des vues sur la campagne, qui ne sont pas du tout exposées au soleil. C'est pris en compte dans le calcul, il n'y a pas de souci. On travaille vraiment les espaces. Donc c'est une maison qui se voulait
confortable et également écologique, donc lumineuse, confortable et écologique. Donc on a pris un langage d'architecture contemporaine, mais en employant que des matériaux écologiques. Les murs sont composés d'isolants à base de matériaux biosourcés ou de matériaux issus du recyclage, donc isolés en ouate de cellulose et fibres de bois principalement. Donc là je vais vous présenter un peu le projet de Saint-Sébastien-sur-Loire. Donc on a vu les clients dans le petit film. Donc c'est un projet qui était achevé au mois de juillet. Donc comme leurs expériences, ils sont rentrés dedans dans la maison au mois de juillet. C'est une maison qui fait 145 mètres carrés de surface habitable et elle est labellisée, elle a les certifications Passive House. Alors là, pour la maison, on est parti en fait, ils ont vraiment un chouette terrain, un très beau terrain au cœur de Saint-Sébastien-sur-Loire en second rideau. Donc il y avait un très grand terrain, la rue est ici, et on a un terrain en cœur d'îlot avec un accès depuis la rue, un terrain en drapeau, avec de nouveau une belle orientation sud-est pour capter au maximum les apports solaires. En revanche, une contrainte à la fois programmatique, ils voulaient une habitation de plein pied, mais également une contrainte urbanistique, parce qu'on est en zone de constructibilité secondaire, donc avec obligation de ne pas dépasser 3,50 m de hauteur. Donc c'est un facteur qui a été déterminant pour les choix constructifs, et notamment par rapport à l'ossature en CLT, donc c'est du bois massif contre-collé, qui fait toute l'ossature de la maison, toute la structure. Ça vient remplacer finalement un voile de béton. Mais au lieu d'avoir un voile de béton de 20 cm, on est sur un panneau en bois qui fait 8 cm pour les murs et 12 cm pour la dalle qui fait 7,80 m de portée sur 3 appuis avec seulement 12 cm. C'est là que ça permet de réduire les hauteurs qu'on n'aurait pas pu atteindre avec une ossature bois et d'avoir avec les pentes de toiture, etc., une hauteur qui permet de ne pas dépasser les 3,50 m. Donc ici on voit un petit peu la coupe, je vais être très technique, hein, sinon on voit la coupe technique et la mise en œuvre qui correspond. Donc on a vraiment la structure du bâtiment qui est ces murs, qui correspond à ces murs en bois, et on a rajouté une seconde peau sur tout le pourtour du bâtiment, qui fait à la fois les remontées d'acrotère et qui permet d'avoir une continuité vraiment parfaite de l'isolant. L'avantage du bois massif contre-collé, c'est qu'on a une excellente étanchéité à l'air. Donc le test a été opéré par une société qui vient de Rennes, qui a vraiment l'habitude de tester des bâtiments passifs. Ici, c'était la première maison passive de l'entreprise et on a battu le record de test de la personne qui n'avait jamais mesuré si bas. Donc on est à moins de la moitié de l'exigence du passif. On est à 0,23 à N50. Donc on peut atteindre cette performance aujourd'hui avec des entreprises locales, c'est tout à fait jouable. Le gros avantage aussi du mode constructif qui était amélioré et proposé par l'entreprise, c'est qu'on a pu isoler tous les caissons très rapidement en se déplaçant sur le toit grâce à la ouate insufflée, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et c'est là que la démarche devient super intéressante, c'est que l'artisan qu'on a vu sur la vidéo, le charpentier, en général je fais un lot global qui englobe charpente, menuiserie extérieure et isolation, pour qu'on ait une seule personne qui soit responsable de l'isolation et de l'étanchéité à l'air de la paroi. Cet artisan, il a suivi une formation et tout ce qui est demandé en conception, l'absence de pont thermique, la résolution de tous les détails d'étanchéité à l'air, il comprend pourquoi ils sont là. Et grâce à ça, il apporte des solutions qui vont conforter ce qui était prévu ou améliorer ce qui était prévu en conception pour que ça soit réalisé sur le chantier quand on se confronte à la réalité, à la matérialité des matériaux. Et là, la démarche devient vraiment passionnante. C'est une petite structure et ils ont eu le chantier grâce à leur dossier technique. Moi, pour une maison individuelle, j'avais jamais vu un dossier technique d'une telle qualité de la part d'une entreprise. Donc, on voit quelques vues de la façade. Donc, la maison ayant été terminée assez récemment et les abords n'ayant pas encore été traités, je n'ai pas encore pu faire venir de photographes professionnels et donc les photos il y aura bientôt des photos de meilleure qualité. Ce
Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fait le CLT, ça permet également, au niveau structurel, de s'affranchir des portées et de faire des très grandes baies vitrées. Là, l'intégralité du séjour s'ouvre sur la terrasse avec une baie qui fait 5,70 m de large par 2,40 m de haut avec du triple vitrage. Donc je pense qu'elle doit faire 800-900 kg la baie avec des châssis qui jouent à deux doigts. Enfin, c'est vraiment très très beau produit. Le bardage également pour un petit peu rompre la monotonie de ce volume tout simple, hein, par l'hélipipède. On a utilisé un bardage à claire-voie. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du plan, c'est quand même important. Je vais revenir un peu en arrière. Sur la conception de la maison elle-même, on a vraiment fait quelque chose de très minimaliste qui est dû au programme des maîtres d'ouvrage qui était hyper bien cadré. C'est vraiment des clients qui arrivent avec un programme. Ils l'ont exprimé de manière très simple. Ils voulaient une zone publique, une zone vraiment d'entrée publique, une zone de vie où ils peuvent recevoir toute la famille, et puis une zone vraiment privative avec les chambres à coucher. Et le plan se décompose en ces trois zones. Donc ils ont des bureaux, chambres d'amis avec une salle d'eau attenante, la partie séjour avec la cuisine traversante et une zone nuit avec salle d'eau, etc. Le plan s'organise très simplement autour d'un axe est-ouest avec tous les espaces servant, tous les espaces de service côté nord et tous les espaces de vie côté sud. Au niveau simplicité, on peut difficilement faire plus simple. Ouais, donc il y a quelques projets en cours actuellement. Donc, on voit que les formes ne sont pas du tout imposées, elles viennent vraiment du programme et des volontés des maîtres d'ouvrage. On n'est pas obligé de faire des cubes. Et maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le passif, vous pourrez faire des private jokes, hein, vous pourrez comprendre pourquoi à la fin du monde, en ouvrant la fenêtre, on s'est dit on prend des risques là, ou bien super passif expliqué à votre mère. Ou également trouver des moyens de financer vos prochains projets avec des objets qui vont bientôt devenir collector, quoi. Bonsoir à tous, je suis ravi d'abord pour vous dire d'intervenir ce soir, parce que ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ces sujets. J'ai été moi-même bureau d'études dans ces sujets il y a 15-20 ans maintenant. Et puis ça fait 12 ans en tant que maître d'ouvrage que j'essaye de faire mon possible pour diffuser ces pratiques que je crois être les bonnes. Voilà. Donc la première source d'émerveillement pour moi quand on fait du passif, et je m'adresse à tous les architectes dans la salle, c'est que en fait par l'enveloppe on résout toute une série de questions. Et c'est quand même assez fantastique de pouvoir penser qu'avec l'élément le plus statique, on arrive à résoudre autant de questions de l'ordre de la vie. Et ça, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes les présentations qui ont été faites par John Debèze, que je connais bien et qui est effectivement un grand convaincu aussi de la question. Vous avez compris les intérêts du passif, hein, diminution de la facture énergétique, confort, santé. Moi, ce qui m'intéresse en tant que maître d'ouvrage, c'est que c'est un standard qui oblige la profession à s'améliorer. Quand je parle de la profession, c'est la totalité de la profession, c'est-à-dire toute la chaîne de la construction. Et puis, c'est un bon support pour penser long terme pour les maîtres d'ouvrage aussi. Et puis aussi, autre intérêt que j'y vois moi depuis très longtemps, c'est de par les évaluations qu'on a pu en faire sur de nombreux projets qu'on a pu réaliser nous-mêmes ou fait réaliser, c'est que ce sont des constructions qui sont réellement source de résultats. Et ça, c'est quand même assez fondamental qu'un architecte puisse s'engager auprès de ses clients sur un résultat qui, la plupart du temps, est extrêmement apprécié, comme vous avez pu voir sur les différents films. Alors, je rappellerai quelques enjeux, parce que les enjeux ne sont pas que techniques, ils sont culturels. D'abord, le passif est encore aujourd'hui extrêmement peu connu. En réalité, il y a très peu de gens qui vivent dans du passif. Donc quand on me dit, Monsieur Desplanques, est-ce que les gens achètent à la Fleurier parce que c'est passif? Je leur dis non. Ils n'achètent pas à la Fleurier parce que c'est passif, parce que le passif n'est pas connu. Quand ce sera connu, peut-être que les gens achèteront du passif parce qu'ils en auront compris l'intérêt. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le premier argument de vente sur un quartier comme celui de la Fleurier que nous aménageons soit le premier argument.
Il est culturel parce qu'il s'agit en fait de faire se rencontrer le monde de l'énergie et le monde de l'architecture. Et il faut bien se le dire, il y a beaucoup d'urbanistes ou beaucoup d'architectes qui pensent que ce sont des choses inconciliables, alors que c'est tout le contraire. Et c'est ça d'ailleurs tout le challenge qu'on a à lancer, et c'est toute notre responsabilité en tant qu'aménageur public, que de réussir à concilier la question de la transition énergétique et la qualité de vie, la qualité d'usage, la qualité architecturale. C'est ça qui est intéressant quand on fait du passif, au-delà de tous les outils, tous les chiffres, on connaît par cœur, c'est pas grave. Bon, ensuite, l'enjeu, il est évidemment économique. John a expliqué qu'effectivement, en coût global, entre l'investissement et le fonctionnement, sur 20 ans, ça se rejoignait, tant mieux. Je pense qu'il faut aussi raisonner en coût global d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire en sorte que le coût du terrain que nous commercialisons plus le coût de la maison ne reviennent pas tellement plus cher que la maison d'à côté. C'est ce à quoi on s'emploie dans la commercialisation des lots libres sur le quartier de la Fleurier à Carquefou, pour ne citer que cet exemple. Voilà, donc pour vous dire que Loire-Atlantique Développement Cella est complètement engagé dans cette dynamique depuis très longtemps. Nous sommes probablement la société économique au niveau national la plus engagée sur ces sujets. Et je peux vous dire qu'on fait visiter 1 à 2 fois par mois le projet de la Fleurier à nos collègues qui viennent de Montpellier, de Besançon ou de Maine-et-Loire, pas très loin d'ici. Comme vous savez sans doute, Loire-Atlantique Développement Cella en fait a créé un pôle énergie-environnement dès 2006, convaincu que justement ces deux aspects étaient conciliables. Alors on a réalisé en 2011 la première école passive à hausse de France, à Ancenis. Ça a permis au maître d'ouvrage, la ville d'Ancenis, de diviser par 3,5 ses coûts de fonctionnement. Ça a permis à l'ensemble des utilisateurs de respirer un air sain et de ne pas avoir trop chaud l'été. Donc c'est quand même pas mal. Et puis ce qui est assez marrant, c'est qu'on a fait une sensibilisation orale, on a fait une sensibilisation écrite auprès de l'ensemble des utilisateurs. Il y avait la ZAZEM, il y avait la directrice, il y avait les profs. Et au bout de 6 mois, on est repassé pour faire l'évaluation de cette sensibilisation. Qui dit sensibilisation, dit quelle portée cette sensibilisation? Eh bien, la première question qu'on nous a posée, je suis arrivé, je viens, il y a la femme de ménage qui je lui dis pourquoi vous n'ouvrez pas les fenêtres là? C'est un peu humide. Et elle me dit on m'a dit de ne pas ouvrir les fenêtres. Et moi, mais la première chose qu'on a dit quand on a livré le bâtiment, c'est que vous pouvez justement ouvrir les fenêtres. Donc c'est pas de la mythologie, si vous voulez, quand on dit qu'il y a des a priori. Il y a de réels a priori. Et même quand on sensibilise à l'encontre de ces a priori, on s'aperçoit que 6 mois après, 1 an, des messages sont passés à l'envers de ceux qu'on a voulu professer. Donc vous voyez bien que c'est une vraie question, la question de la sensibilisation. En fait, c'est plutôt une sensibilisation pour démonter les a priori, plus qu'une sensibilisation à des gestes spécifiques. Parce qu'en fait, si vous regardez de très très près et que vous faites l'analyse de l'ensemble des réflexes à avoir du point de vue rationnel entre une maison standard et une maison passive, en fait, c'est exactement la même chose. Il y a juste quelques trucs un peu saugrenus, c'est qu'effectivement, il peut faire 20 à 21 l'hiver, alors que le radiateur est froid. Et ça, c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est ce qu'on a vécu sur les premiers logements passifs qu'on a livrés nous-mêmes en maîtrise d'ouvrage délégué pour le compte de la SAMO en 2013. C'est les 26 logements passifs bioclimatiques de Clisson, sur le quartier du Champ de Foire que nous aménageons nous-mêmes, et sur lequel, effectivement, vous avez beaucoup de gens qui sont surpris et qui posent des questions, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Bon. Mais il y a tous ces a priori qu'il faut réussir à combattre. Donc il y a cette question du radiateur froid, et puis il y a effectivement encore plus intérêt de ventiler la nuit, l'été, pour avoir frais l'ensemble de l'été. Je dirais c'est quasiment et puis évidemment la ventilation double flux qu'il faut réussir à entretenir. C'est-à-dire qu'en fait on passe beaucoup moins souvent l'aspirateur, vous savez, parce que l'air est beaucoup plus sain et beaucoup plus filtré. Ce que je vous donne, c'est des retours d'utilisateurs. Hein, c'est pas... Si on veut parler de la Fleurier, l'engagement qu'on a pris auprès de Nantes Métropole, que je salue ici, parce que je vois Nathalie Chalumeau qui est chef de projet côté Nantes Métropole, qui est notre concédant sur le quartier de la Fleurier, les 4 engagements qu'on a pris en fait sur le quartier de la Fleurier, qui est effectivement le quartier le plus important en termes de réalisation passive,
parce qu'après qu'on ait fait, on a essayé de porter ces challenges auprès d'autres maîtres d'ouvrage qui ont dû relever ces challenges et qui ont réussi à les relever. Donc c'était d'offrir sur ce quartier un cadre de vie exceptionnel. C'est clair que vous avez vu tout à l'heure, c'est l'embarras du choix pour pouvoir faire du sport là-bas ou pouvoir prendre l'air dans une nature tout à fait extraordinaire. C'est de construire le premier quartier de France où on va produire autant d'énergie renouvelable qu'on en consomme tous usages confondus, sans se limiter aux 5 usages réglementaires, mais en embrassant l'ensemble de l'assiette de la consommation. Puisque les usages spécifiques, dès 1986, les professeurs dont on vous a parlé tout à l'heure avaient considéré que c'était l'ensemble de l'assiette de la consommation qu'il fallait prendre, et pas seulement les 5 usages réglementaires. Chose faite, chose due, probablement qu'en 2020, effectivement, la future réglementation thermique viendra considérer l'ensemble de ces usages. Sur quoi on s'est engagé aussi auprès de notre métropole et de la ville de Carquefou, c'est de faire ce quartier sans subvention publique spécifique. Alors autant où les dotations de l'État viennent plutôt à diminuer auprès des collectivités, c'est un argument qui est extrêmement important parce qu'il rend du coup le projet d'une certaine façon, sinon reproductible, au moins transposable du point de vue économique, et j'insiste sur l'économie du projet en tant que maître d'ouvrage, vous imaginez bien que c'est un sujet essentiel. Et puis bien évidemment, il y a l'ensemble des obligations qu'on nous impose de fait sur tous les quartiers d'ensemble à notre métropole, où vous allez trouver une mixité urbaine, une mixité sociale. Ne me dites pas que le quartier de la Fleurier est un quartier de bobos, quels que soient vos moyens, que vous ayez accès à la propriété ou que vous ayez ou pas, toute personne habitant le quartier de la Fleurier habite un logement passif, quels que soient ses moyens et son pouvoir d'achat. Et ça, c'est tout à fait essentiel d'avoir pu montrer, quel que soit le public. Sur la maison individuelle, le sujet, il est complètement différent, évidemment, puisque vous imaginez bien que la maison individuelle, c'est quoi? C'est un logement égale 1 mètre d'ouvrage. Ça, c'est le premier constat, c'est évident, mais c'est bon de le rappeler. Deuxième constat qu'on pourrait faire, c'est que vous avez un très grand nombre de professionnels qui interviennent en tant que constructeurs sur la maison individuelle. Comment les fédérer autour de cet objectif? Bonne question. Et puis, donc nous, nos objectifs, c'est quoi sur la Fleurier? C'est d'offrir à tout habitant, quel que soit son pouvoir d'achat, le meilleur confort possible, la meilleure santé possible. Et franchement, on sous-estime très fortement la question du renouvellement d'air dans le bâtiment aujourd'hui. Très fortement. On lui propose effectivement de construire une maison où il va consommer très très peu d'énergie. Les retours font qu'on consomme à peu près 100 € de chauffage par an sur les maisons individuelles passives. Et puis qui produira autant d'énergie renouvelable qu'il ne consomme d'énergie. Donc in fine, il y aura des factures énergétiques mensuelles négatives. En réalité, celui qui va habiter à la Fleurier. Tout ça dans un coût maîtrisé. Alors qu'est-ce qu'on a comme levier en tant qu'aménageur? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous ou nous, à la place où nous sommes, en tant que concédant ou en tant que puissance publique dans notre métropole, ville de Carquefou, nous en tant qu'aménageurs, c'est-à-dire en tant que pilote d'opération, vous en tant que concepteur ou vous en tant que futur acquéreur, il est possible de faire pour atteindre cet objectif. Alors on a 3 types de leviers, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Premier levier, c'est agir sur les compétences. Compétences, deuxième levier, c'est le levier accompagnement, et le troisième levier, c'est le levier coût. Tout ça dans une démarche qu'on a voulu mener depuis 2011 sur ce projet, où c'est quoi en fait la démarche générale? C'est de faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc il a fallu qu'on qualifie et qu'on quantifie la demande des futurs acquéreurs du quartier en maison individuelle, chose qu'on avait fait par ailleurs, mais il a fallu le faire, je vous parle de la maison. Une fois qu'on avait en face de nous, suite à un certain nombre de questionnaires envoyés vis-à-vis des prospects, défini une maison de surface moyenne et un budget de surface moyen, eh bien, on avait qualifié, je dirais, la demande sur le quartier, sur la partie maison. Bien. Là-dessus, donc, je vous l'ai dit, on a activé 3 leviers. Premier levier, levier compétences. On a commencé par sensibiliser un très grand nombre
de professionnels de la construction individuelle. Deuxième élément, on a mis en place ce qu'on a appelé, nous, une phase test. Alors ça fait très industrialisation, mais c'est pourtant exactement ça. On a mis en place une phase test auprès de toute une série de professionnels de la construction de la maison individuelle qui voulaient bien jouer le jeu, parce qu'ils avaient compris l'intérêt de ce que ça représentait, soit pour leur clientèle, soit pour leur image, soit pour leur développement. Donc là, on a fait passer cette phase test qui a duré entre 6 mois et 1 an, en leur demandant dans quelle mesure vous savez construire cette maison de telle surface, sur 2 îles, sur 2 lots libres préidentifiés au niveau du quartier, à tel budget. Donc on a fait passer cette phase test, entre guillemets, aussi bien à des constructeurs de maisons individuelles qu'à des maîtres d'œuvre, qu'à des architectes, bien entendu. On les a plus que fortement suggéré de se former auprès d'un spécialiste concepteur passif. Et non seulement il est concepteur passif, la personne qu'on a associée à l'ensemble de la démarche, mais il est artisan passif. Donc ça veut dire que quand vous vous formez chez lui, non seulement vous apprenez à concevoir, mais à mettre en œuvre. Ce qui nous semblait tout à fait important pour la réussite du projet. Et puis on a même organisé dans cette salle des mises en lien entre l'ensemble des constructeurs de la maison individuelle et des fournisseurs qui étaient à même d'offrir ou proposer tout au moins des matériels qui soient au standard passif, je dirais. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le levier compétences. Sur le levier accompagnement, aujourd'hui, on va viser l'esquisse, puis le dossier de permis de construire de tous les acquéreurs, non seulement par l'urbaniste de l'opération, mais aussi par un concepteur passif, pour s'assurer dès l'origine qu'on a toutes les chances d'atteindre in fine le passif, puisque je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la garantie de résultat. Et enfin, le levier coût, je terminerai par là, même si ce n'est pas forcément ce qui est le plus... peut-être ce qui est le plus, on va dire, peut-être ce qui est le plus terre à terre, mais c'est peut-être aussi un levier extrêmement important. D'abord, nous avons, Loire-Atlantique Développement, c'est là, adapté les prix des terrains, de façon à ce qu'en coût global, on retrouve ce qu'on avait quantifié en amont. Deuxième élément, à partir du moment où on nous transmet la preuve selon laquelle la maison est bien passive et elle produit autant d'énergie qu'elle ne consomme, puisqu'on a les 2 objectifs, un bonus est attribué à l'acquéreur. Et enfin, pour encourager cette dimension, parce que nous sommes à Carquefou et parce que le vélo est sans doute le meilleur moyen de transport, enfin en l'occurrence le vélo électrique est le meilleur moyen de transport, en l'occurrence pour rejoindre très facilement soit le théâtre, soit le centre-bourg, on offrira à toutes ces personnes qui auront finalement livré leur maison un vélo électrique. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long, c'est simplement pour... j'ai essayé en tout cas d'illustrer l'engagement que nous avons auprès de la ville de Carquefou, auprès de Nantes Métropole, en tant qu'aménageur public, la façon dont on pouvait essayer de prendre les choses dans l'ordre pour atteindre effectivement ce qui est aujourd'hui reconnu comme le projet le plus important, mon vœu le plus cher étant effectivement de créer un standard de la valeur immobilière de ce que ça représente pour que demain tout ça se démultiplie. Vous voyez qu'on a livré il y a 5 ans 30 logements, on est en train d'en faire ou en livrer 600, peut-être que demain on arrivera à 3000 et effectivement sans doute qu'à l'arrivée ce sera bel et bien le standard. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors du coup on arrive à quel prix en termes de construction mètre carré pour avoir un ordre d'idée? Pour avoir un ordre d'idée, vous êtes architecte aussi, je pense. Oui. Donc vous savez très bien que c'est lié à beaucoup de choses, le prix au mètre carré, que c'est toujours très difficile de donner un montant comme ça. Maintenant, moi, pour la première maison, elle était sur un budget total de 200 000 € TTC, y compris le garage, et pour 123 mètres carrés. Donc j'ai plus le chiffre en tête exactement. Mais en général, je dis qu'on tourne entre 1800 et 2000 € le mètre carré TTC, honoraire d'architecte inclus.
sans la cuisine. Non mais voilà, les prix c'est toujours très compliqué de donner des prix, parce que où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce que ça englobe. Sur la maison Papin à Saint-Sébastien-sur-Loire, ce qui fait plus monter le prix, c'est le coût des bardages. On a mis des beaux bardages en zinc et en châtaignier, qui sont finalement plus chers que la surisolation ou certains équipements. Enfin, on sait très bien en tant qu'architecte que les prix, c'est pas spécialement le fait de rendre le bâtiment passif qu'il va les faire augmenter. On a une conception qui s'attache à rester très cohérent au niveau économique. L'économie du projet, on n'aura jamais un client qui va venir vous voir et qui va venir vous dire je veux faire un bâtiment très écologique et passif et je m'en fiche du prix. C'est clair qu'il faut pouvoir assurer un prix correct. Donc il y a un suivi économique qui est très, très poussé. Mais on n'est pas sur des prix plus élevés que des bâtiments assez comparables. En général, on estime que c'est entre 5 et 10% un surcoût par rapport à un bâtiment qui serait moins performant, quoi. Pour de la maison, sur d'autres programmes, on est moins cher. Il y a des études qui ont été réalisées à Bruxelles et les bureaux A2M qui sont des pionniers du passif se sont rendus compte que sur leur production, ils étaient parfois moins chers en passif que les coûts du marché. Pareil, je bosse avec des bureaux d'études qui font du tertiaire ou n'importe quel bâtiment peut être passif. On peut faire un vendeur de moto, par exemple. Il y a un vendeur de moto à Cholet. Le bâtiment, le magasin avait brûlé suite à un incendie. Et avec la prime d'assurance, ils ont fait un bâtiment passif. Avec la prime d'assurance qui remplaçait l'ancien bâtiment qui était un simple entrepôt, quoi. Donc, plus l'échelle du bâtiment augmente, plus le coût et le surcoût diminue, quoi. Ouais. Quand vous parlez de 15 kWh d'énergie, donc on est en énergie finale, hein, et ça concerne uniquement le chauffage. Uniquement le besoin de chauffage, oui. Et donc la présentation au début de la maison passive, c'est qu'il n'y a pas de système de chauffage. Mais... Non, la maison passive au début, c'est qu'on peut se passer d'un système de chauffage conventionnel. Donc, et juste par rapport à votre expérience de maison, de vivre dans une maison passive, est-ce que quand vous rentrez le soir après une journée comme celle-ci, enfin aujourd'hui il y a eu un peu de soleil, mais comment ça se passe parce que vous avez un chauffage à bois, donc il n'y a pas de programmation spéciale. Dans la maison, elle est à quelle température en gros? Alors moi... Les deux maisons ont des comportements assez différents, c'est l'intérêt de la question, c'est une bonne question. Donc moi c'est une maison qui a plus joué sur la première qu'on a montrée là. On a plus joué sur les apports solaires et on n'est pas sur une enveloppe qui diffère tellement d'une maison BBC en fait, en surépaisseur, on est en double vitrage, etc. Donc elle est un peu plus sensible aux apports solaires, elle va se rafraîchir un peu plus vite qu'une maison vraiment qui va jusqu'au bout de la démarche. Là ce matin j'ai mis une bûche. J'ai fait parce qu'il n'y avait pas de soleil. Et il faisait assez gris, 6-7 degrés, donc j'ai mis une bûche, j'ai bossé toute la journée, et en fait, c'est tout ce que... ça a largement suffi, quoi. Je sais que chez monsieur et madame Papin, ils sont dans la maison que depuis le mois de juillet, et ils ont 21 degrés le matin depuis que la saison froide a commencé, quoi. Des maisons ne descendent absolument pas, c'est assez bluffant. On est allé récemment chez eux, et on a l'impression que la maison dégage de la chaleur toute seule, quoi. Donc, voilà, pour répondre à cette question. Et le complément, c'est le confort d'été. Comment ça se passe? Le confort d'été, en fait, l'isolation va jouer un rôle va isoler aussi de la chaleur en été. Il faudra se prémunir des apports solaires indésirables, quoi. Il faudra vraiment que la casquette joue son rôle ou les brise-soleil jouent leur rôle. Les brise-soleil, le gros avantage, c'est qu'ils jouent le rôle dès qu'ils sont abaissés, même en position lame horizontale, donc vont continuer à voir à travers. La plupart des maisons ou des pavillons classiques, les gens, en cas de canicule, ils ferment les volets roulants et vivent dans l'obscurité. Moi, je ne comprends pas comment on peut vivre comme ça en été. Donc, voilà. Ce qui compte aussi, c'est l'inertie. On n'en a pas beaucoup parlé, parce que j'ai beaucoup parlé, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Et on ne va pas faire des maisons suivant le climat, on ne va pas faire des maisons qui ont le même comportement en été. Ici on est dans un climat où on considère que l'été est relativement frais.
Et en étant sur des ossature bois, on a des maisons qui ont peu d'inertie, qui vont se rafraîchir rapidement et réchauffer rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vaut mieux avoir des systèmes de chauffage aussi, pour revenir à la question du chauffage, qui sont rapides et qui n'ont pas une trop forte inertie. Un chauffage sur le sol, par le sol en maison passive, c'est inapproprié. Parce que comme je disais, son tempérament, c'est d'être plus sensible aux apports solaires. Dès qu'il y a un peu de soleil, la maison, elle monte en température. Un chauffage par le sol mettrait beaucoup trop de temps à réagir, à beaucoup trop grande latitude. Donc il vaut mieux avoir des petits moyens de chauffage qui chauffent très rapidement et instantanément. Mais en général, moi, le poêle à bois, c'était un choix. C'était pour avoir un côté convivial et avoir le plaisir de faire une flambée. En général, c'est une petite flambée très rapide. La maison monte en température et puis c'est fait, quoi. Je peux compléter parce que vous imaginez bien que sur le projet de la Fleurière, on est en pleine évaluation, on est démonstrateur ville durable au niveau national, donc on fait des retours utilisateurs. Les premiers logements ont été livrés en juin 2015 côté SAMO, donc je vais parler de collectif si vous me le permettez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore de retour sur les maisons. Mais c'est vrai qu'en toute objectivité, vous avez 3 grands principes physiques qu'il va falloir particulièrement mettre en œuvre dans le passif. C'est l'inertie, on vient d'en parler, c'est la ventilation, et puis c'est les protections solaires. Ces 3 grandes stratégies d'ordre physique pour répondre au confort d'été se révèlent être particulièrement payantes, puisque aussi bien sur Clisson, qui est en exploitation depuis 3 à 5 ans, que sur les logements de Villodier ou de la SAMO, les personnes ont vraiment trouvé leur logement particulièrement frais cet été. Alors après, il faut insister sur le fait d'ouvrir la fenêtre la nuit, mais comme n'importe où. Mais disons que c'est encore plus efficace dans le passif. Voilà. Mais c'est les mêmes réflexes. Mais la pédagogie est quasiment la même, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est un excellent prétexte pour faire de la pédagogie quand on fait du passif. Parce que la pédagogie est quasiment la même. Bonsoir. J'avais une question justement sur l'aspect assez technique des constructions d'aujourd'hui, et notamment le passif. Est-ce que du coup, pour atteindre tous ces objectifs, par exemple, vous parliez du PHPP, et quand on voit les attestations BBio, enfin toutes ces choses-là qui sont nécessaires aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'il est obligatoire pour faire un projet qui réponde à ces exigences-là, de s'entourer de spécialistes comme des thermiciens, des bureaux d'études, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être assuré entièrement par l'architecte? C'est assez technique, ça paraît assez technique, mais en même temps, le PHPP, c'est une feuille de calcul Excel avec des onglets qui calculent chacun des différents postes, et ça se limite à des multiplications avec des coefficients, quoi. Enfin, c'est pas d'une complexité folle non plus. Le gros avantage, vous parlez de BBio. Le BBio, on a une obligation de moyens. On vous dit il faut mettre autant de pourcentage de fenêtres, ça part d'une excellente intention. Attention, je veux pas. La RT 2012, elle a fait progresser les choses énormément, et ça part d'une excellente intention. Mais en tant que concepteur, moi j'ai toujours un peu de mal quand on me dit comment je dois faire plutôt que l'objectif à atteindre. Je pense qu'on peut développer de la créativité. Enfin, c'est une bride à la créativité à un moment, d'avoir des obligations de moyens plutôt que des obligations de résultats. Après, c'est clair que la conception prend une part importante et on peut difficilement l'improviser en tant qu'amateur, quoi. Il y a des notions... Après, je vais te passer le micro après. C'est moi ce que j'apprécie dans le passif, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur le standard et sur son côté mondial et la database, c'est qu'il y a une volonté d'open source. On est là pour promouvoir des bonnes pratiques. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui développer, c'est pouvoir dire quelles sont les bonnes pratiques, faire des bâtiments témoins, retirer l'expérience et diffuser cette expérience. Les réglementations thermiques, on est toujours sur... j'aime pas le mot règlement, j'ai du mal. On parle de physique du bâtiment, on parle de transfert de chaleur, on fait une loi pour dire comment la chaleur doit se comporter. À un moment, il vaut mieux avoir de vrais outils de calcul pour pouvoir simuler et trouver les meilleures solutions en fonction de la physique du bâtiment, sans avoir une réglementation qui vous oblige comment faire. Voilà, c'est un petit peu la réaction à la question. Je vais compléter. Et ce qui est certain, c'est que au fur et à mesure que les professionnels se feront à ce type de calcul et à ce type d'outils,
on aura de moins en moins besoin, nous, en tant que maître d'ouvrage, d'associer des compétences spécifiques. Pour autant, en 2011, quand on a pris la décision de générer ce quartier entièrement passif, le premier réflexe qu'on a fait, la première obligation qu'on a donnée à l'ensemble des promoteurs et des bailleurs, c'est d'associer un maître d'œuvre concepteur passif choisi par nous dans les équipes de maîtrise d'œuvre. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était encore très, même si encore aujourd'hui c'est très peu connu, à l'époque, hein, il y avait encore moins de compétences. Aujourd'hui, les compétences commencent à fleurir. Et tout le but, c'est évidemment que tout ce mouvement qui vient d'Allemagne et du Nord rejoigne tout l'Ouest. Et je rappelle une chose, c'est que l'outil PHPP est un outil européen qui a été d'ailleurs traduit en français en 2005-2006 seulement, et qui permet de calculer où que l'on soit, selon des calculs qui sont fiables et simples, une source de résultats. C'est quand même un outil assez extraordinaire, finalement. Il y a plus de stations météo sur la France que qu'on a les outils RT 2012, par exemple. On est plus précis sur le climat local. Il y a plus de stations météo sur le territoire. Donc si les architectes dans la salle, je ne peux que les inviter à passer la formation concepteur passif, qui est sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau européen. C'est vrai que quand vous parlez de BET également, pour moi, l'architecte, l'enveloppe du bâtiment, il ne peut pas la laisser à un intervenant extérieur. C'est notre boulot, quoi. Donc au moins maîtriser cet aspect-là sur un PHPP, ça me semble indispensable. Après, tout ce qui est fluide, installation technique, je le délègue à un BE, parce que là, lui sera meilleur que moi. Mais la maîtrise de l'enveloppe, là, c'est indispensable. Et puis, concevoir un réseau de ventilation, etc., une fois qu'on est formé, c'est un plus pour notre profession, quoi. On apporte une plus-value complémentaire à notre capacité à créer des espaces agréables. Et finalement, la technique, une fois qu'on la maîtrise, c'est comme un photographe. Un photographe ne vous parlera jamais de technique. Il laissera s'exprimer sa créativité parce qu'il maîtrise parfaitement la technique. C'est pareil dans ce cas-ci. Une fois que la technique est maîtrisée, on peut laisser parfaitement s'exprimer toute la créativité qu'on veut. Je trouve que c'est une très belle phrase pour terminer cet exposé. Sauf s'il y a encore d'autres questions. Mais...